Un bateau est en perdition dans les îles grecques. Des centaines de personnes luttent pour survivre en pleine tempête. Il faut l'aider! Au péril de leur vie, certains deviennent des héros. Tenez bon! D'autres sont prêts à tout pour s'en sortir. Ne la laissez pas approcher, elle va nous tuer! L'enquête dévoile un incroyable enchaînement d'événements. Des erreurs sans gravité aux conséquences mortelles. Un ferry rempli de voyageurs traverse une tempête. C'est quoi ça? À quelques kilomètres du rivage, le navire coule au milieu d'une mer démontée. Il y avait un trou. Le bateau allait couler et il allait couler vite. Une grande opération de sauvetage est organisée. Des hommes risquent leur propre vie. Je ne veux jamais revivre une telle situation, parce que c'était terrifiant. J'ai eu le temps de me dire, c'est la fin. C'était comme un cataclysme. On aurait dit que la fin du monde était arrivée. Pour la Grèce, c'est une tragédie nationale, la pire catastrophe maritime des 30 dernières années. L'enquête va durer plusieurs mois et soulever une question effrayante. Les bateaux sur lesquels nous naviguons sont-ils sûrs? Athènes, la capitale grecque. Une métropole extraordinaire dont les 3000 ans d'histoire reposent sur son accès à la Méditerranée. Au Pirée, le quartier du port, on peut assister au balai ininterrompu des ferries qui desservent les quelques 200 îles dispersées à travers la mer Égée. Pour les touristes, c'est ici que commence l'aventure. Il est forcément là-dedans. Je la sentais pas cette journée. Allez, dépêche-toi. Mardi 26 septembre 2000. Christine Shannon et Heidi Hart sont deux amies de Seattle. Elles ont acheté des billets de ferry pour l'île de Paros, à 166 km au sud-est d'Athènes. Express Samina. Express, c'est super. Christine, 32 ans, est institutrice en maternelle. Heidi, 26 ans, vient de terminer ses études de gestion commerciale. La journée a mal commencé pour les deux jeunes femmes, qui avaient prévu d'aller à Santorin, tout au sud. Je les ai, c'est bon. Faut qu'on se dépêche. C'est bon, j'ai les billets, on y va. On avait un peu trop profité d'Athènes la veille. Du coup, on a raté le bateau pour Santorin. Je n'avais jamais entendu parler de Paros. J'ai demandé où c'était sur la carte. Et puis j'ai dit tant pis, peu importe, c'est le prochain bateau, on y va. C'était un pur hasard. Voilà où le hasard doit les emmener. Ça pourrait être pire. Si vous rêvez d'une escapade grecque, Paros est le paradis promis dans les guides. La vie y est paisible et le décor enchanteur. L'île compte environ 12 000 habitants. Mais en pleine saison, il y a jusqu'à 100 000 touristes. Les ferries en provenance d'Athènes accostent à Parikia, le port principal. Le trafic est incessant. Dès qu'un bateau s'éloigne, un autre arrive avec des centaines de personnes à son bord. Christine et Heidi font partie des 472 passagers qui embarquent sur le Samina ce jour-là. Quand on voit le navire qui s'apprête à appareiller, une chose est claire.
Si certains des ferrys desservant les Cyclades sont des bateaux modernes, celui-ci ne date pas d'hier. Le Samina sillonne la Méditerranée depuis 1966. Il a été inauguré avant la naissance des deux amis. Et bien qu'elle l'ignore, la loi grecque stipule qu'il devra être mis hors service et démoli l'année suivante. J'ai dû dire à Christine un truc du genre « Ils m'ont pas l'air très sûrs, ces canots de sauvetage. Si on fait naufrage, on est foutus. » Et j'ai répondu, il n'y a pas d'iceberg en mer Égée, ça devrait aller. En plus des 61 membres d'équipage, le Samina peut accueillir 1000 passagers. Ce jour-là, il n'est même pas rempli à moitié. Catherine Stark et sa cousine Sarah Davis, néo-zélandaise, voyagent sac au dos. Comme Heidi et Christine, elles voguent littéralement vers l'inconnu. On n'avait fait aucun plan, on est monté à bord du premier ferry qui partait sans savoir où on allait. Et le premier arrêt était Paros. À 19h15, 2 heures après le départ, le soleil se couche. Il reste encore 3 heures à tuer avant d'arriver à destination. Qu'ils soient membres d'équipage ou passagers, les amateurs de foot savent déjà ce qu'ils vont faire. Il y a un match important retransmis à la télé. Une rencontre entre le Panathinaïkos d'Athènes et les Allemands de Hambourg. La réception n'était pas très bonne. Plusieurs membres d'équipage étaient venus essayer de régler le poste et chacun y allait de son petit conseil. Visiblement, tout le monde à bord avait très envie de voir ce match. À 20h, le Samina passe au large de Kitnos. Il doit arriver à Paros aux alentours de 22h15. Le vent se lève et la mer commence à s'agiter. Mais le Meltemi est un vent du nord fréquent en cette période de l'année. Le ferry a surmonté bien pire au cours de ses 30 ans d'existence. Je vais faire un somme. Sur le pont, il n'y a plus que Heidi et Christine. Elles pensent que leur billet ne leur donne pas accès au salon intérieur. J'ai dit à Christine, on a un billet de 3e classe, on doit rester sur le pont. La nuit sera longue et froide. Je n'ai même pas pensé à descendre à l'étage en dessous où étaient la plupart des passagers. Pour l'équipage du Samina, ce voyage nocturne est une routine. Les écueils et les rochers sont tous clairement indiqués sur leur carte. Beaucoup sont équipés d'une balise. 2 îlots rocheux se dressent hors de l'eau à portée de vue de la baie de Parikia, le port principal de Paros. Surnommés Dio Portes, les 2 portes, ils ne sont qu'à 4,5 km de la côte. Pour tous les marins qui pratiquent ces eaux, les portes de Paros sont un point de repère à la fois accueillant et dangereux. Les 2 rochers mesurent dans les 25 mètres de haut. Et les bateaux qui passent par là prennent soin de faire un large détour. La nuit, le plus haut des 2 est signalé par une lumière dont le message est clair. Si vous vous aventurez trop près des portes de Paros, vous ferez naufrage. Il reste encore 2 heures de route. La mer est de plus en plus houleuse. Malgré la tempête, Christine et Heidi sont toujours dehors. Si j'avais su qu'on avait accès à tout le bateau, je serais rentrée à l'intérieur. Mais je ne le savais pas. Et au final, on a eu beaucoup de chance d'être là, parce que plus tard, ça nous a permis de comprendre ce qui se passait. Le fait d'être sur le pont a contribué à les sauver, car bientôt, chacun à bord va devoir lutter pour survivre. Au coucher du soleil, les conditions météo se dégradent un peu plus, et à la nuit tombée, le navire est ballotté par le vent du nord.
Mais l'équipage n'a aucune raison de s'inquiéter. Le ferry est grand et solide, il a connu pire. Le Samina mesure 115 mètres de long et 18 mètres de large. Les passagers sont dispersés. Eddie et Christine sont toujours sur le pont. Katrina et Sarah se sont installées dans le salon principal. Voici le centre nerveux du bateau, la salle des machines. Située sous la ligne de flottaison, elle est protégée par une série de portes étanches. L'équipage doit pouvoir aller et venir, mais il n'y a aucun risque tant qu'ils referment les sas derrière eux. Pour réduire l'effet de roulis des vagues, le bateau est aussi équipé d'un système de stabilisation. 2 petits ailerons qui se déploient sous l'eau. La traversée est agitée, mais pas assez pour empêcher les passagers de se promener. Après la tombée de la nuit, la mer est devenue plus houleuse et le vent s'est levé, à tel point qu'au bout d'un moment, on ne pouvait plus marcher. Il fallait se tenir le long des murs. Les gens riaient, c'était plutôt marrant au début. Chez nous, on prend souvent le ferry. On ne s'inquiétait pas du tout à ce moment-là, mais ça tanguait beaucoup. Il est 22 heures. Le vent souffle maintenant à près de 50 km/h et les vagues font 2 mètres de haut. Malgré les conditions, la visibilité est bonne. Au loin, on aperçoit les lumières de Paros. Le Samina est à l'heure, il poursuit sa route à 33 km/h. Mais soudain, le bateau fait une brusque embardée à gauche. C'est quoi ça? Je sais pas. Le bateau a viré suffisamment pour me réveiller en sursaut. J'étais un peu abrutie. On ne conduit pas un bateau comme on conduit une voiture. Ça m'a étonné de sentir l'accélération du ferry en train de tourner. Christine a dit, il y a de la lumière, je vois la côte, on ne va pas tarder à accoster. À 3,5 km de là, on aperçoit clairement les lumières de Parikia, même les phares de voiture. Mais une autre lumière surgit dans la nuit. C'est quoi ça? Ce rocher est sorti de nulle part, de la nuit noire. Je n'oublierai jamais cette image. C'était un rocher marron et irrégulier, surmonté d'une lumière qui l'éclairait. On aurait dit un décor de cinéma. Le flanc du bateau a raclé contre la paroi. En me penchant, j'aurais pu la toucher. Au niveau des points inférieurs, on entendait le métal se déchirer. L'impensable s'est produit. Le Samina a heurté les portes de Paros. 1000 tonnes de métal frottent contre la roche. C'était le pire bruit que j'ai jamais entendu. On aurait dit des ongles sur un tableau noir. Les ongles de Dieu sur le plus grand tableau noir du monde. Il y avait un trou. Le bateau allait couler et il allait couler vite. L'onde de choc se propage à travers le navire. Tout d'un coup, le bateau a fait une grosse embardée à droite et les gens qui étaient debout sont tombés. Toutes les bouteilles du bar se sont fracassées par terre. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu 2 grands rochers qui semblaient blancs, illuminés par les lumières du bateau. Je sais pas ce que c'était. C'est pas bon. Dans une situation comme ça, on perd toute notion du temps. Mais je pense qu'il s'est passé 1 minute ou 2 avant que le bateau commence à pencher sensiblement et à s'enfoncer. Et là, ça a été la panique totale. Beaucoup de gens pleuraient, d'autres priaient, s'agrippaient les uns aux autres et criaient.
Il n'y a pas eu d'alarme. Personne n'est venu nous dire ce qu'on devait faire. Il faut quitter ce bateau, il faut partir tout de suite. Il faut pas paniquer. Christine a dit, le Titanic a mis des heures à couler. J'ai dit, on n'a pas tout ce temps. On n'a pas des heures, Christine, il faut partir maintenant. D'accord, d'accord. Je me disais, ce bateau va couler et on va tous mourir. Tout le monde essayait d'avoir un gilet de sauvetage. Comme je suis grande, j'ai réussi à passer par-dessus la tête des gens pour attraper 2 gilets. Où sont les 61 membres d'équipage du Samina? Les passagers doivent se débrouiller seuls. J'ai crié à Christine, j'ai les gilets de sauvetage. Vas-y, passe! Les gens s'étaient mis à courir. Je disais prenez ça et je leur jetais des gilets. C'était la panique. Prenez un gilet de sauvetage! Quelques minutes après la collision, les lumières du bateau s'éteignent. C'est l'obscurité totale, jusqu'à ce que les générateurs de secours se mettent en route. Ils ont lancé la première fusée. Dans cette lueur rougeâtre et lugubre qui retombait vers nous, le sentiment de terreur était presque palpable. Nous étions seuls dans la nuit, dans l'obscurité, et le ferry allait couler. À Parikia, les autorités portuaires sont maintenant au courant. Le commandant en second, Dimitrios Malamas, organise les secours. Il réquisitionne tous les bateaux disponibles. Quel bateau a-t-on dans la zone? Alexis Bisbas a une société de location de yachts à Parikia. J'ai été prévenu de l'accident par la police du port qui m'a appelé vers 22h15. On m'a demandé de me rendre sur place avec mon bateau le plus vite possible pour participer au secours. Personne ne pouvait imaginer l'ampleur qu'allait prendre ce drame. Le centre médical de Paros est équipé pour les soins de base, pas pour une catastrophe majeure. Le docteur John Polyzoides a été chirurgien aux urgences pendant 35 ans. Désormais retraité, il aide à gérer le centre. On a vu que le ferry coulait parce qu'il y avait un tas de bateaux et de lumière. Mais personnellement, je ne m'attendais à rien de très grave, parce que c'était très près du port. À bord du Samina, beaucoup des 472 passagers sont totalement terrorisés. C'était la panique. Les gens ne savaient pas quoi faire. On attendait que le commandant ou un membre d'équipage vienne nous aider. Il y avait une femme qui est sortie juste devant nous. Dès qu'elle est arrivée sur le pont, elle a enjambé le bastingage et elle a sauté. Elle n'a pas regardé en arrière, elle n'a rien dit à personne, elle s'est jetée à l'eau. Certains tenaient leurs enfants au-dessus de la rambarde pour les jeter aux gens qui étaient dans l'eau. C'était vraiment terrible. Le vent complique encore la tâche. Les gens voulaient descendre les radeaux de survie à la mer, mais ils n'étaient pas attachés au bateau et c'était la tempête. Le vent les emportait dès qu'on les gonflait et ils s'envolaient très loin. Les radeaux volent hors de portée des gens qui sont déjà dans l'eau. Dans la confusion, Heidi Hart est violemment bousculée et se cogne la tête. Heidi, ça va? Je me disais, si je m'évanouis maintenant, je suis fichue. Ce bateau coule, je dois rester consciente. J'avais une montée d'adrénaline et j'étais en proie à une véritable terreur. Je savais que je luttais pour ma vie. À un moment donné, j'ai senti que je quittais mon corps et l'instinct a pris le relais. Tout le monde courait vers l'arrière du bateau. Et Christine m'a dit « Va vers l'avant ». Elle a répondu « Mais il n'y a personne là-haut ». C'était la partie la plus sombre et la plus haute du bateau. « Il n'y a personne ». « Ça m'est égal, vas-y ».
Et là, on a eu la chance de trouver un canot de sauvetage suspendu au flanc du ferry. Heidi et Christine ont enfin quitté le bateau, mais elles sont à la merci de la tempête. Quand on a sauté dans le canot, il n'y avait personne pour nous placer. C'était sauter et installez-vous comme vous pourrez. On était empilés les uns sur les autres. La lutte contre les éléments prend une vilaine tournure. Si certains sont prêts à s'entraider, d'autres ne pensent qu'à survivre. Il y avait 5 ou 6 hommes à l'arrière qui se battaient. Ils hurlaient en montrant le ferry en perdition et se disputaient. À ce moment-là, j'ai vu un type nager vers nous et je me suis préparée. Je me disais, il faut lui jeter une corde, il n'a pas de gilet. J'ai besoin d'aide, attrapez-le! Aidez-moi, attrapez-le! Il n'avait plus que les yeux et le nez hors de l'eau. Il arrivait à peine à nager vers nous. Tous les autres criaient « Non, ce n'est pas possible, il n'y a plus de place !» Ne vous inquiétez pas, je vous tiens! Heidi s'est penchée pour attraper la main de cet homme. Moi, je la tenais par la taille. Elle a dit « Pas question de le lâcher !» Et j'ai crié aux autres « Elle ne lâchera pas !» Il était presque entièrement nu. Il ne portait que ses sous-vêtements. Venez m'aider! Il faut aider cet homme! Je ne suis pas très grande, je mesure 1,52 m. Je ne pouvais pas le monter dans le canot toute seule. Les autres passagers du canot comprennent que Heidi ne lâchera pas. Ils finissent par l'aider à hisser l'homme à bord. Je ne sais pas ce qui leur a pris, ils ont paniqué. Je n'ai pas à juger les réactions des autres. Mais on aurait pu faire beaucoup plus cette nuit-là. La plupart des 533 individus qui étaient à bord du Samina sont désormais à la mer. Mais certains sont restés coincés à bord du ferry. Le navire commence à se coucher. S'il sombre, plusieurs dizaines de personnes seront entraînées au fond. On était sur le pont en train de se demander s'il était vraiment judicieux de sauter par-dessus bord. Mais le bateau penchait de plus en plus et au bout d'un moment, on n'a plus vraiment eu le choix. Il est 22h50, 40 minutes après la collision. Sarah! Suis-moi! Tandis que le Samina achève de se coucher, Katrina Stark n'a plus le choix. Elle se hisse par-dessus le bastingage. Le bateau est complètement sur le flanc. Katrina est assise sur la coque. Doit-elle essayer de gagner l'île à la nage ou attendre les secours? J'essayais de réfléchir et soudain le ferry a sombré en nous aspirant, nous et tout ce qu'il y avait autour. Je ne sais pas combien de temps je suis restée sous l'eau, mais j'ai eu le temps de me dire « c'est la fin, c'est là que je me noie ». Et j'ai pensé « bon d'accord, je l'avais accepté ». Le ferry a coulé exactement au moment où on est arrivé. C'était une scène très dure. Voir ce bateau sombrer sous les vagues et disparaître tout entier, en nous laissant seuls sur un petit canot, c'était incroyable. C'était presque beau et tragique. Et puis, ça a été l'obscurité totale, avec des vagues énormes. Le Samina sombre à 2,5 km des portes de Paros. Même sans ses moteurs, il a été poussé vers la côte par le vent, les vagues et son propre élan. Il y a à cet endroit 38 mètres de fond. En s'enfonçant, le bateau libère de gigantesques bulles d'air qui réduisent la densité de l'eau et font couler les objets plus vite. Katrina Stark descend de plusieurs mètres avant que son gilet de sauvetage la fasse remonter à la surface. Aussi soudainement que j'avais été aspirée sous l'eau, j'ai rejailli à la surface. Sarah!
Elle veut à tout prix retrouver sa cousine. Mais la tempête l'empêche de la localiser. Les vagues étaient très hautes. Un instant, je croyais l'entendre d'un côté et j'essayais de nager vers elle. Et l'instant d'après, je l'entendais de l'autre côté. Sarah! Sarah! Je t'entends, mais je ne te vois pas! Sarah! Au bout d'un moment, je lui ai dit « Monte dans un bateau et retourne à terre. On se retrouvera sur l'île. » À 23h15, le docteur Polyzoïdes reçoit le premier blessé de la soirée. Mais quelque chose le tracasse. Ils ont amené un homme sur une civière à demi inconscient. On a pris sa tension qui était presque imperceptible. Et tandis qu'on le réanimait, j'ai réalisé qu'il était sec, ce qui signifiait qu'il ne se trouvait pas sur le bateau. Au bout d'un moment, on l'a perdu. Il est mort entre nos mains. Des gens sont venus demander qui c'était, mais on n'en savait rien. Son patient ne vient pas du Samina. Pourtant, le naufrage vient de faire sa première victime. Il s'agit de Dimanche. Il sauve 25 personnes de la noyade, en repartant à 3 reprises sur cette mer démontée. Le plus étonnant dans ce genre de situation, c'est la façon dont les gens réagissent. Un jeune homme qu'on a sorti de l'eau était accroché à son baladeur. Il ne se retenait au bateau que d'une seule main et on s'est aperçu que c'était parce qu'il avait son baladeur dans l'autre main. Il y avait aussi une vieille dame qui avait attaché son sac à son gilet de sauvetage. Quand on a essayé de la hisser dans le bateau, on s'est rendu compte que le sac gênait. J'ai voulu couper la lanière, mais elle a dit que si je faisais ça, je pouvais aussi bien la remettre à l'eau, parce qu'il y avait toute sa vie dans ce sac. Mais tout espoir n'est pas perdu. Une partie des naufragés ont été poussés vers le sud par le vent. Évitant par miracle les rochers, ils viennent s'échouer sur une plage de sable dans la baie de Saint-Irène. Un radeau de survie arrive au même endroit. Ils sont enfin en sécurité. Mais on peut difficilement mesurer la terreur qu'ont dû ressentir ces enfants. Il y a maintenant plus de 400 rescapés sur le quai. Beaucoup sont dans un état critique. On les emmène en urgence au centre médical où le docteur Polyzoïdes a réuni une équipe de 15 personnes. Des médecins et des infirmières vivant sur l'île, ainsi que des touristes venus prêter main forte. Entre 23h30 et minuit, le premier noyé a été amené sur une civière. Et même pour moi, qui ai été chirurgien aux urgences pendant 35 ans, c'était un choc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir la gravité de la situation. À minuit, après 1 heure dans l'eau, Katrina Stark est ramenée à terre. Nous avons été les derniers à monter sur le bateau. On est reparti vers le port et en chemin, Le bilan s'élève déjà à 25 morts. Au centre médical, les blessés continuent d'affluer et le docteur Polyzoïdes est débordé. Est-ce que j'entre là pour essayer de sauver cette personne? Est-ce que j'attends de voir si on peut la sauver? C'était comme un cataclysme. On aurait dit que la fin du monde était arrivée. J'avais l'impression de voir un film, que ça ne m'arrivait pas à moi. Toutes les demi-heures, le nombre de morts augmentait. À 2h30 du matin, il y a 60 morts. Il n'y a pas assez de place pour les corps au centre médical. L'église de Saint-Nicolas, sur le front de mer, fait provisoirement office de morgue. Toute la nuit, les secours continuent à chercher les survivants et les cadavres.
Très vite, les enquêteurs vont poser des questions fondamentales. Qui est responsable du naufrage? Pourquoi y a-t-il eu tant de morts? Le matin révèle la puissance des vagues continueront à s'échouer sur les plages de l'île pendant plusieurs jours. Il n'y a pas assez de cercueils sur Paros. On en fait venir. Même les professionnels expérimentés sont traumatisés. J'étais tellement secoué que je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. Et la 3e nuit, quand je me suis endormi, j'ai rêvé que mon fils se noyait. Très vite, la douleur cède la place à la colère. Où était l'équipage quand le ferry a heurté les rochers? Où était-il quand les passagers ont eu besoin d'aide? Les rumeurs se répandent à la vitesse de l'éclair et sont reprises par les médias. Certains membres d'équipage ont-ils regardé le match de foot à la télé au lieu de tenir le gouvernail? Le commandant du Samina, Vassilis Yanakis, 53 ans, est interrogé par la police. À Paros, les funérailles commencent. Ici, celle d'un petit garçon de 4 ans, noyé avec son père. Les plongeurs trouvent encore 10 corps dans la coque du Samina. Le dernier cadavre est récupéré 2 semaines après le naufrage. Il flottait à 50 km au nord de Paros. En tout, 80 personnes sont mortes, 75 passagers et 5 membres d'équipage. C'est la pire catastrophe maritime qu'ait connue la Grèce depuis 30 ans. Une tragédie nationale. Au lendemain du drame, l'attention se tourne vers la compagnie maritime propriétaire du Samina et son vice-président Pantelis Sphinias. Il risque une peine de prison ainsi que des millions de dollars de dommages et intérêts. 2 mois après le naufrage, la police est appelée sur les lieux d'un suicide, devant le siège de la compagnie à Athènes. Sphinias a sauté de son bureau du 6e étage. Les experts maritimes de l'Université technique nationale d'Athènes commencent à enquêter. Ils enregistrent les témoignages détaillés de 46 membres d'équipage et de 192 passagers. La justice grecque veut une explication approfondie de ce qui s'est passé. Le professeur David Molineux du Centre national de recherche du Canada est un spécialiste mondial en matière de sécurité des ferries. Il a étudié le rapport des experts grecs qui sont parvenus à une conclusion stupéfiante. Les conclusions de l'enquête contredisent les spéculations initiales concernant l'âge du bateau, mais l'accident a été provoqué par toute autre chose. Les différents témoignages révèlent tous les facteurs critiques qui, mis bout à bout, ont transformé une traversée de routine en catastrophe nationale. 3 heures après le départ, l'équipage met le pilote automatique se produit. Le stabilisateur de tribord, à droite, est le seul à se déplier. C'est très inhabituel. Normalement, les 2 stabilisateurs doivent fonctionner. Avec un seul aileron, le bateau n'est plus symétrique et l'écoulement de l'eau est inégal. Le bateau tend alors à dériver au lieu d'avancer tout droit. Avec un stabilisateur uniquement à tribord, le Samina dévie lentement mais sûrement vers la droite. C'est un dysfonctionnement fatal. Tous les bateaux tâchent de passer à au moins 740 mètres à gauche des portes de Paros. Mais le Samina fonce droit dessus. À la dernière minute, un membre d'équipage essaye de virer à gauche, mais le ferry ne tourne pas assez vite. Bien sûr, la coque a été percée, mais il n'y avait aucune raison pour que le bateau coule. Normalement, ces dégâts n'étaient pas de nature à faire sombrer le ferry. Le bateau heurte la face est du plus grand des 2 îlots à 22h10. La coque se déchire sur 6 mètres de long et 1 mètre de large.
Les portes étant ouvertes, la salle des machines n'est pas la seule zone inondée. Et la coupure de courant empêche l'équipage de les fermer à distance. Les enquêteurs font revenir 29 membres d'équipage pour les interroger à nouveau. Leurs témoignages retracent avec précision les derniers moments du bateau. Ces données sont modélisées par ordinateur. À 22h15, 3 minutes après la collision, le ferry ne gîte que de 5 degrés à droite, mais il se remplit rapidement par le trou donnant sur la salle des machines. À 22h25, il gîte de 14 degrés. La déchirure de 6 mètres de long, qui était au-dessus de la ligne de flottaison, commence à prendre l'eau. Dès cet instant, 80 personnes à bord sont condamnées. Le bateau ne peut pas survivre à de tels dégâts. Le Samina est ce qu'on appelle un ferry roulier, ou ro-ro, de l'anglais roll-on, roll-off. C'est un modèle moderne. Les véhicules embarquent par la poupe en marche arrière et sortent en marche avant une fois à destination. La méthode est économique, mais elle présente un sérieux défaut. Les pires catastrophes maritimes des dernières années concernent toutes ce genre de navires. Le naufrage du Herald of Free Enterprise à Zeebrugge en Belgique a coûté la vie à 193 personnes en 1987. Celui du roulier Estonia dans la mer Baltique, en 1994, a fait 850 victimes. Contrairement aux bateaux de croisière ou aux cargos qui comportent plusieurs petits compartiments étanches, le pont inférieur du roulier est un grand gars. À 22h32, le navire gîte de 33 degrés. Aux alentours de 22h50, il se couche complètement. Nous savons précisément à quelle heure le bateau a coulé. L'horloge de la passerelle s'est arrêtée à 23h02. Les plongeurs qui examinent l'épave font une découverte majeure. 9 des 11 portes étanches du ferry sont restées ouvertes. Le plus grave dans cet accident, c'est le fait que les portes sont restées ouvertes. Le navire s'est rempli, il a perdu toute sa flottabilité et il a coulé. Si les portes avaient été fermées, malgré l'erreur de navigation qui a dirigé le bateau sur les rochers et malgré le trou dans la salle des machines, le Samina aurait probablement survécu à l'accident. Le procès du commandant Vassilis Yanakis et de 7 membres de son équipage a commencé en mai 2005, plus de 4 ans après la catastrophe. Le naufrage du Samina a entraîné une amélioration des mesures de sécurité. La Grèce a réduit la durée de service légal des navires rouliers à passagers de 35 à 30 ans. Ce drame a également accéléré l'introduction du VDR, équivalent maritime de la boîte noire sur un avion. Il est désormais obligatoire sur tous les navires destinés au transport de passagers. À quelque chose, malheur est bon. Pour la première fois depuis cet événement tragique, Katrina Stark est revenue à Paros. C'est un retour chargé d'émotions. Et ça me brise le cœur.